pour me présenter peut-être rapidement, alors moi du coup je m'appelle Alexandre Béziac, j'ai 23 ans depuis peu et je suis jeune démocrate dans la Loire. Et donc c'est tout la raison pour laquelle j'ai demandé gentiment à Emmanuel, qui a gentiment accepté de nous parler sur le sujet suivant, qui est l'exemplarité des collectivités locales en matière de transition écologique. Donc c'est un vaste sujet. Donc comme l'a dit David, c'est un sujet avant tout pour essayer de nous mettre un peu dans les élections, dans les échéances électorales qui arrivent, donc des municipales de 2026, et pour essayer d'explorer différents points des différents programmes qui pourraient être élaborés. Alors pourquoi c'est intéressant qu'Emmanuel nous vienne intervenir aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Il a plusieurs casquettes, donc je vais essayer de les énumérer et si jamais il en manque, n'hésite pas à compléter. Donc député de la troisième circonscription de la Loire depuis maintenant 2 ans, et notamment depuis cette année secrétaire de la commission des finances, conseiller régional depuis maintenant 10 ans et vice-président de la commission environnement et écologie positive. Il a été aussi conseiller municipal pendant plus de 18 ans à Saint-Chamond et notamment adjoint à l'environnement, donc on y reviendra par la suite, et enfin président du parc naturel du Pilat, donc on y reviendra également par la suite. Donc voilà. Et Emmanuel, je te laisse te présenter en quelques mots et après on commencera. Oui, merci Alexandre. Merci aussi David. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Emmanuel Mandon. J'arrive bientôt à 60 ans. Je suis engagé dans la vie publique juste avant 30 ans et je suis devenu effectivement conseiller municipal d'une ville de 35 000 habitants, mais qui est au cœur d'un bassin de vie de 80 000 et maintenant d'une métropole. C'est la seconde commune d'une métropole de 400 000, qui est la métropole de Saint-Étienne. Donc tout ça, c'est un territoire et on se définit beaucoup par son territoire. Et c'est vrai que j'ai toujours souhaité rester proche de ce territoire pour le défendre. Et ce qui était donc assez logique pour moi, alors pour des raisons familiales, parce que j'ai une tradition, il y a une tradition familiale chez moi d'engagement dans la vie locale et politique. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un parlementaire de Saint-Chamond, François Rocheboine, qui était de notre famille politique. J'ai pu poursuivre cet engagement comme conseiller municipal, comme je venais de le dire. Ça m'a permis d'intégrer des structures intercommunales, de voir de très près la création de la métropole. Et en même temps, à proximité, nous avions un parc naturel régional dans lequel j'ai passé mon enfance, où j'ai encore ma maison et je suis très proche. Mon épouse est d'ailleurs élue sur ce territoire dans des communes. Et pour moi, le développement local, parce que je pense qu'on œuvre toujours, on veut améliorer les choses, le développement local, il doit être pensé dans cette dimension, d'une part de la proximité, de la terre connaissance et de la connaissance profonde d'un milieu qu'on aime. Et puis, j'essayais de faire le lien avec un idéal. Et donc, l'idéal, c'était celui d'un idéal, donc d'une société équilibrée, apaisée, qui correspond à notre filiation, notre sensibilité, notre matrice culturelle, j'allais dire, et puis les enjeux de la planète du moment. Et donc, c'est pour ça que je me réjouis du thème de cet échange sur la transition écologique. Évidemment, on parlait beaucoup plus il y a quelques années de développement durable ou soutenable. Mais tout cela, c'est toujours dans la même direction que les choses se font. Voilà pour ma présentation. Alors, moi, j'ai été militant politique toute ma jeunesse. Donc, Alexandre, je suis content de voir que la relève est bien assurée, parce que j'ai créé les Jeunes démocrates sociaux dans la Loire. Et puis, je me suis beaucoup impliqué, mais j'en parlerai tout à l'heure, dans les parcs naturels régionaux et sur la connaissance des aires classées. Donc j'ai toujours teinté mon engagement euh, local, d'élu, à partir de considérations écologiques. Merci Emmanuel pour cette petite présentation. Donc comme tu l'as bien dit, tu es un élu du territoire.
Voilà, tu as grandi aussi dans dans un territoire qui est assez varié. Et moi, c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant de te faire intervenir. Et ça va nous amener vers la première question que j'aimerais bien te poser, histoire de définir un petit peu cette table d'échange. C'est comment définirais-tu la transition écologique en quelques mots? Alors, la transition écologique, je vais dire, sur le plan théorique, beaucoup de choses ont été écrites, il y a des grands débats. Et ce que je retiendrai, c'est plutôt un cheminement. Si je voulais résumer les choses, l'idée de transition écologique en politique, telle que les élus territoriaux, les élus nationaux ou européens peuvent travailler, c'est en fait on doit s'inscrire dans une trajectoire. Et je crois beaucoup à la nécessité de prendre en considération des paliers et voir, parce que c'est la seule manière qu'on a de mesurer si on est dans la bonne direction. Pour moi, voilà, si je voulais le définir, c'est très personnel. Je pense que c'est un cheminement. Et j'espère que à chaque fois que j'ai pu intervenir dans des actions très concrètes d'élu local, eh bien, j'espère que je suis allé dans la bonne direction et que ce cheminement a été bon. Voilà. Mais justement, alors notamment, comment est-ce que tu associerais les mots transition écologique et collectivité territoriale? Et qu'est-ce que ça pourrait t'inspirer justement? Bah, c'est ce que déjà j'ai commencé un petit peu à préciser. Euh, Quand on s'engage dans une équipe municipale ou qu'on intègre un département, une région, euh, on, on- on intègre une équipe et on intègre un projet. Parce qu'il est rare qu'on ait la capacité ou la possibilité de rédiger 100% d'un projet. Et il vaut mieux d'ailleurs qu'on ne soit pas tout seul, parce que je crois à la force collective et au collaboratif. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs de la transition écologique. C'est-à-dire qu'on change de modèle, on change de démarche. Et pour les collectivités territoriales, ça demandait une très grosse conversion. Pourquoi? Parce que dans la conception française de l'administration des collectivités, on a imaginé que la gestion des collectivités, c'était certes une dimension budgétaire. Alors, moi, ça me passionne parce que je suis en même temps à la commission des finances et que mon rôle, c'est de travailler sur la mission relation État-collectivité territoriale à travers les relations financières. Donc, je suis vraiment dans mon sujet. Mais donc, on partait de très loin, disais-je, parce qu'on considérait l'administration locale comme euh, la, la traduction d'une démocratie où on accordait des libertés, une liberté de proximité à des citoyens qui avaient besoin de penser leur développement, leur proximité, mais sans réfléchir aux grands enjeux d'aménagement du territoire. Il a fallu qu'on attende, j'allais dire, la moitié du siècle, du XXe siècle, vraiment, pour prendre conscience avec la DATAR et qu'on invente l'aménagement du territoire dans nos grandes politiques publiques. Après, je trouve qu'on a un petit peu dérivé, malheureusement, pour des raisons de la question de la reconnaissance du pouvoir local. Et c'est vrai qu'on a tendance à réduire le pouvoir local à une question de féodalité. C'est une des grandes peurs en France, de, de- d'affaiblir le pouvoir central, l'unité de la République, etc. Avec la déclinaison, principe d'égalité, etc. Mais on a besoin donc, je pense, au contraire d'insuffler cet esprit de la démocratie locale et de la responsabilité citoyenne sur les territoires. Et en retour, on peut imaginer qu'on déploie des politiques locales et qui soient en harmonie avec, bien sûr, l'environnement, le cadre de vie, les réalités géographiques, humaines, euh, et donc les nécessités introduites par, euh, évidemment, les grandes préoccupations écologiques. Donc moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mais pour ça, ça nous demande de nous former, de réfléchir, d'a- d'adapter
au local des considérations globales, hein. Là, c'est sûr qu'il faut agir local et penser global. Et c'est pour ça que je salue d'ailleurs l'initiative d'un groupe de réflexion comme vous le faites. Moi, je trouve que c'est super. Parce que chaque élection municipale qui arrive est l'occasion d'aller chercher des nouveaux profils, de les amener à réfléchir, à mettre en perspective leurs aspirations personnelles et de voir que oui, il existe un courant de pensée modéré, équilibré, démocrate, d'inspiration sociale, etc. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses derrière nous parce que ça mérite d'être connu. Et donc, il y a un fort potentiel. C'est pour ça que je me dis que le devoir d'un élu, c'est bien sûr de travailler beaucoup, mais c'est aussi peut-être encore plus d'avoir l'idée de transmettre et d'éveiller de nouvelles vocations, de réveiller un peu les consciences. Et voilà, moi je suis très optimiste de ce côté-là donc bravo Alexandre. Ouais, c'est un tout, c'est un collectif. Mais alors justement, tu as parlé que les projets locaux se faisaient vraiment en équipe, en projet, et tu as parlé vraiment de territorialisation des enjeux locaux, des enjeux écologiques. Oui. Pour ça, je sais que tu as eu une casquette ancien président du parc régional naturel du Pilat. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre cela. Est-ce que déjà tu pourrais nous préciser qu'est-ce que ce parc et surtout quel rôle ont les parcs naturels en lien avec les enjeux de transition écologique, donc notamment de territorialisation, avec du coup les différents élus locaux et les collectivités? Alors, je voudrais dire d'emblée que ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'il faut... euh, euh, moi, j'ai eu cette chance de comprendre très tôt, ou de pouvoir constater, qu'il y a une nécessité d'abord de faire coopérer les territoires. C'est-à-dire que euh, chaque territoire a ses spécificités, on a même des fois, on a même envie de développer une identité territoriale, etc. Mais le plus important, c'est pas la concurrence des territoires, même si on sait qu'on est dans un monde concurrentiel, c'est la coopération. Et moi, j'ai eu cette chance d'être élu d'une ville, élu d'une zone très urbanisée, qui avait été marquée par la révolution industrielle, mais qui pour autant était entourée dans un écrin de nature et au pied d'un massif qui s'appelle le massif du Pilat, qui est au sud-ouest de Lyon, qui est le prolongement des Cévennes, la borduresse du Massif central, avec cette formidable ligne de partage des eaux qui sépare les eaux de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est un carrefour climatique. Donc, qui dit carrefour climatique dit un territoire d'une grande diversité, avec des formes d'agriculture. On va des vins des côtes du Rhône, des bords du Rhône, jusque j'allais dire, au petit alpage, si on peut parler comme pour les gens des Alpes, mais euh, au pastoralisme, de craies qui sont à plus de 1000 mètres et des grandes forêts de sapins. Dans un relief très contraint. Donc c'est un tout petit bout de territoire. Et ça, à proximité des grandes villes. Et donc je me suis dit de deux métropoles. Alors ça, c'est remarquable. Et donc j'ai réfléchi à la question des échanges ville-campagne. Et sur cette thématique, c'est une des thématiques, un des axes qui a permis la création d'un parc naturel régional, parce que c'était un territoire d'exception par ses paysages. Je parlais de relief, de contraintes de relief. Oui, par la diversité des paysages liés au climat, à la confluence de trois climats continental, méditerranéen et atlantique, par exemple, à un peuplement, à une forme de densité, mais une forme d'occupation du paysage, des formes d'agriculture, etc. Et tout ça dans une logique de développement. Donc les parcs naturels régionaux sont des outils. Et ça a été des outils de développement qui ont été pensés dans les années 60 parce qu'on savait que la ruralité française, il y avait des enjeux de protection, mais en même temps d'aménagement du territoire, de développement. Et on voulait de la maîtrise. Ça, cette préoccupation-là, je l'ai eue assez tôt, et parce que j'ai eu un père, notamment, qui a été vice-président du parc, et je m'y suis intéressé
pendant mes études sur cette forme d'administration du territoire. Et je vous en dirai un mot. Mais en même temps, ou au préalable, j'ai eu l'opportunité d'être élu dans une grande ville. Et là, compte tenu de ma sensibilité, on m'a fléché directement comme adjoint au maire en charge de l'environnement. Et j'ai été le premier adjoint au maire chargé de l'environnement dans un territoire qui ne se préoccupait pas d'environnement, puisqu'il y avait une vocation industrielle, quand on était dans l'utilitarisme, le reste ne comptait pas beaucoup. Alors, vous voyez, après, il fallait concilier des choses assez inconciliables. Mais cette ville de Saint-Chamond, pour la citer, c'était la ville porte. Elle avait adhéré, elle avait soutenu la démarche de création du parc, pensant qu'il y avait effectivement un bout de territoire aux portes de la grande ville, aux portes de l'agglomération et aujourd'hui de la métropole, qui devait être valorisé. Valorisé sur le plan bien sûr de l'économie touristique, mais aussi pour la préservation de ces activités et d'avoir quelque chose vraiment de maîtrisé. Et donc, c'était pas inconciliable. J'ai eu cette chance de devenir membre du bureau, représentant d'une ville porte, et j'ai travaillé pendant plusieurs années. Donc, c'est la qualité d'un territoire avec les outils, la connaissance du territoire que finalement on développe ensuite. Ben, on se donne un profil politique parce qu'il y a une mission à accomplir. Vous voyez. Tu vois, comme si j'ai un peu résumé les choses. Alors, je me suis peut-être un peu dispersé sur la description du territoire, mais qui va motiver? Je me suis dit, l'écologie, c'est pas un gros mot. D'abord, il n'y a pas le monopole, c'est pas un parti qui doit monopoliser l'écologie. Moi, je crois à la qualité de l'environnement, à la qualité du cadre de vie, à la durabilité, à la soutenabilité. J'ai compris que les enjeux climatiques, mais c'était pas une invention de quelques scientifiques. On en éprouvait nous-mêmes, on a pu le mesurer nous-mêmes, une évolution. Alors voilà, et donc on m'a fait confiance et j'ai pu m'occuper d'une part de politique des déchets, où je pense qu'il y avait une prise de conscience et il fallait vraiment faire de l'éducation à l'environnement et aux grands enjeux. C'est vrai que ça passe par ça. Je constate qu'on a progressé très lentement, qu'on a des résultats qui sont pas à la hauteur, que les concepts d'économie circulaire, pardon, euh, ben c'est pas facile, c'est pas si simple à mettre en œuvre. On constate qu'il y a des vraies difficultés. Et là, on a besoin faire appel à toute l'intelligence et à la connaissance scientifique. Ça, c'est sûr. Et donc, ça, c'est un travail de très longue haleine. Et je me suis impliqué également dans un autre domaine qui était euh, la biodiversité, puisque j'ai pu m'occuper, par exemple, d'une trame verte et bleue qui s'appelait également Grand Pilat. Alors ça, c'est comme conseiller régional pendant plusieurs années, où là, j'ai travaillé sur une autre dimension. C'était le plus grand corridor écologique d'Auvergne-Rhône-Alpes, le couloir du Grand Pilat. Puis alors, au parc du Pilat, ben, j'ai essayé de travailler sur toutes les dimensions du développement. J'ai fait beaucoup d'éducation. Alors, pendant une vingtaine d'années, j'ai suivi d'assez près, enfin, plutôt 15 ans, ce qu'on appelle l'éducation au territoire, avec une forte composante d'éducation à l'environnement. C'était un travail avec les scolaires, avec tous les publics, notamment les publics les plus jeunes, mais pas que. Et, et c'est là que ça permet de mesurer un certain nombre de freins, de voir de manière très pragmatique comment on doit dialoguer, parce que c'est parfois par des petites choses concrètes qu'on arrive à faire prendre conscience, qu'on peut faire bouger les choses dans une commune. Moi, j'avais une action qu'on a beaucoup portée qui s'appelait Pila Propre, du nom du parc, et qu'on essayait de déployer dans chaque commune du territoire. Et au bout de plusieurs dizaines d'années, cette affaire fonctionne. Et voilà, alors c'est un peu la croisade contre les papiers gras dont on se moquait quand j'étais plus jeune. Mais je trouve que ça a sa vertu, d'abord vis-à-vis de jeunes citoyens qui se prennent en main, leurs parents,
des associations, la municipalité, et voilà, on monte des actions, et c'est du collectif citoyen et participatif. Je parle trop. Est-ce Non, non. que tu avais... Non, c'est intéressant et puis on va dire que tu as pris le pas un petit peu sur les questions en termes d'élus locaux que je voulais te poser. Mais c'est intéressant parce que là, on voit vraiment la complémentarité entre travailler Ouais, dans un parc naturel et travailler avec des collectivités parce qu'en soi, c'est un groupement, c'est un tout, littéralement. Mais ouais. tu nous as cité quand même beaucoup de choses, beaucoup d'actions que tu as fait. Est-ce que tu penses réellement que les collectivités ont les moyens d'agir sur ce sujet-là? Et est-ce qu'elles ont assez les moyens? Surtout ça qui est Moi, je important. crois, ah ben, il faut se donner les moyens. Moi, je pense que les collectivités ont les moyens. D'abord, par exemple, on prend la rénovation des bâtiments qui sont des passoires thermiques. Ben là, il y a un boulot énorme. Mais là, ça demande d'avoir la bonne démarche, de faire appel d'abord au bon prestataire et à la bonne ingénierie. Ça commence par là. Ensuite, sur les mobilités, il y a eu une révolution. Moi, je me souviens que nous ne parlions que très peu des mobilités. Moi aussi, j'ai été dans un syndicat intercommunal qui traitait de transport collectif. Donc là, j'ai pu. Mais sur les mobilités douces, sur l'autopartage, le covoiturage, etc. Moi, j'ai vu l'action de mon parc, des actions citoyennes très intéressantes, mais qui demandaient de l'animation. Et là, c'est vrai qu'il faut des moyens humains, parce que là, c'est la partie d'animation. Et quand j'entends parfois des discours un peu simplistes où on ne mise que sur l'investissement et on en oublie le fonctionnement, je me dis que c'est pas bon. Alors bien sûr, moi je suis pour la vertu sur la gestion financière. Mais c'est une approche équilibrée qu'il nous faut. Parce que lorsque vous avez des agents dans une collectivité qui ont une conscience écologique poussée, bien, vous avez des initiatives qui sont prises. Je vais vous citer. Moi, j'ai été maire adjoint chargé des espaces verts. Alors, les espaces verts, effectivement, on consommait beaucoup d'eau, et d'eau potable d'ailleurs, ce qui est complètement absurde pour arroser des fleurs. Vous me dites, ben là, c'est pas vraiment votre bilan, n'était pas génial. Eh bien, justement, ce sont les collaborateurs, ce sont les agents de la collectivité qui étaient très en avance, qui avaient des aspirations, qui étaient des gens authentiquement convaincus, vraiment, et qui, eh bien, remettaient en cause leurs pratiques, sont venus voir les élus en disant, alors des fois, on les envoyait péter, bouler, en leur disant, bon, oui, nous, on comprend pas, bah, écoutez, on n'a pas les moyens, c'est pas notre priorité, etc. Alors moi, j'ai travaillé avec eux et je les ai écoutés. Ils avaient 20 ans d'avance. Je vois des sujets qui sortent aujourd'hui que mes équipes mettaient en avant déjà au début des années 2000. Donc, je crois qu'on a la capacité de faire. Par contre, il faut savoir écouter, il faut savoir dialoguer, il faut savoir construire. Et ça ne se fait pas comme ça. C'est vrai, en claquant des doigts. C'est pas non plus parce que vous mettez du fond vert disponible, extrêmement abondant, que vous allez faire que de belles opérations. Parce qu'on habille souvent d'écologique des actions où on va repeindre une façade, mais j'exagère un peu, hein, je suis caricatural. Mais je trouve qu'il faut une certaine exigence et on en a la capacité. Hier, d'ailleurs, je suis intervenu hier soir, tard, avec Valérie Létard sur la question de la rénovation énergétique pour les particuliers. Je trouve qu'on a gaspillé beaucoup d'argent. Il faut essayer de veiller à faire l'effet levier, plus que l'intervention qui prend en charge à 100% ou à 80%. Je pense que l'effet levier est important, mais il faut une stratégie surtout. Il faut qu'il y ait une trajectoire. C'est pour ça que c'est important de ne pas travailler seul et de s'inspirer d'autres expériences. Parce qu'il y a des échecs aussi dans la vie publique comme dans la vie en général. Tu vois? Ce que je pose les choses, j'essaye d'être assez empirique, hein. Mais alors Euh, justement, le fait de ne pas travailler seul, ça incombe aussi que les élus dans les collectivités qui souhaitent agir sur ces enjeux de transition écologique de leur propre territoire doivent quand même travailler avec d'autres instances, peut-être un petit peu plus grandes, un petit peu plus nationales. Je pense oui, notamment aux et régions. oui, mais oui, mais alors bien sûr, il faut travailler avec les régions, mais sauf que les régions,
sont souvent, et moi c'est un peu l'expérience qui me fait parler, sont souvent malheureusement que des guichets. La région est finalement un gros guichet qui a, alors c'est un gros guichet au quotidien qui distribue ses financements, puisque l'autorité de gestion, alors c'est intéressant, de fonds régionaux et de fonds européens, pardon, dans la dimension régionale, et en plus des fonds qu'elle maîtrise, qui lui viennent des dotations ou du peu de fiscalité qui lui reste. Bon, ça c'est la partie aide, subvention de la région. Mais il y a deuxième aspect, c'est la planification, c'est la construction d'outils de planification. Le STRADET, les schémas de développement économique, etc. Enfin, on en passe et on peut vraiment avoir une approche un peu plus stratégique. Donc c'est ça, c'est très intéressant d'être au niveau de la région. Mais moi, je pense qu'il y a une manière de travailler qui doit s'opérer d'une autre manière. Et c'est pour ça que je crois à la formule des parcs naturels régionaux. Parce que dans un parc naturel régional, intéressez-vous aux parcs. Les parcs, pour moi, sont modernes. Dans les parcs, on n'impose rien. Dans les parcs, on amène tous les acteurs et tous les niveaux d'administration, toutes les personnes publiques. Ça va de la commune jusqu'au niveau de l'État. On s'engage sur un texte qui est vertueux sur le plan de la transition écologique. On ne peut pas faire plus en général. Et, et par contre, on n'impose rien. C'est une adhésion des personnes publiques. Et le citoyen, lui, peut donner son avis sur tout ça, plus ou moins, parce que c'est, à mon sens, pas encore assez participatif, mais quand même, les corps intermédiaires sont associés, etc. Donc, il y a cette dynamique d'impact pour un projet de territoire, un projet de développement bien sûr de qualité écologique, beaucoup plus que pour d'autres. Et pour les collectivités territoriales classiques, le département, la commune, l'intercommunalité, la région, là, c'est vrai qu'on est dans du traditionnel. Mais il y a besoin que toutes ces collectivités collaborent, coopèrent, soit selon les niveaux, on arrive à tisser entre ces niveaux, sur des objectifs, mais qui ont pour base le développement d'un territoire. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, moi, à la notion de bassin de vie. Je pense que notre développement et notre décentralisation, il faut la penser comme ça. Il faut partir du terrain et il faut que ça soit ascendant. D'ailleurs, je me félicite que les politiques européennes aient toujours gardé cette dimension, peut-être plus que nos politiques nationales. C'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est un point qui est assez intéressant, c'est que d'habitude, on a plus l'impression que les directives viennent du haut et qu'après tout est transposé, tout est territorialisé en bas. Alors que justement, ce que tu dis, c'est que tout part d'en bas, les collectivités proposent quelque chose, après ça fait une sorte d'effet domino qui arrive en haut. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que des simples élus dans un territoire peuvent-ils travailler avec des parlementaires pour proposer leurs idées et faire en sorte que leurs idées puissent être généralisées, les bonnes idées Eh puissent être bien, généralisées? à mon moi, j'ai une réponse qui est imparable. Il faut mobiliser des citoyens. Dès qu'on joue sur un collectif au niveau local, on ne peut pas laisser indifférent un député. Alors, quel qu'il soit. Le collectif, il va saisir le député. Croyez-moi, le député, il va venir. Et c'est valable pour le député, même à la limite un député européen, et a fortiori des élus régionaux ou départementaux. Donc, parce que c'est normal, on vit, c'est le collectif qui nous mobilise. Il faut une dimension collective. Moi, je crois beaucoup à cette idée. Et si on est individuel, on peut avoir les meilleures idées du monde. Si on ne sait pas communiquer, si on ne sait pas travailler, si on ne sait pas sensibiliser pour mobiliser, ben c'est vrai que dans un conseil municipal, on peut être très malheureux. Moi, j'ai vécu ça. J'avais plein de grandes idées. Et puis, j'avais du mal à entrer en relation avec des collègues. Parce que c'est vrai que la liste dans laquelle j'étais, bah, c'était plutôt vieille école. Moi, j'étais le plus jeune et j'intellectualisais peut-être trop les choses. Voilà. Donc, ça demande une vraie démarche. Il faut travailler sur soi quand on intègre une équipe pour ensuite eh bien, essayer que ça infuse, que ça se développe et que ça soit
effervescent, hein, je Alors, le dis avec mes justement, mots. là, un petit message peut-être à tous ceux qui souhaiteraient s'engager dans une liste municipale, qui sont, comment dire, qui sont assez réceptifs face aux enjeux de transition écologique, mais malheureusement, mettons demain, elles s'engagent dans une liste et la liste n'est pas forcément, disent que c'est pas le sujet prioritaire. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces gens-là pour faire en sorte que la ville, la collectivité puisse vraiment s'engager sur ces sujets-là? C'est ce que je viens de te dire, il faut toujours un relais collectif. Moi, je pense, d'abord, pour intégrer une liste municipale, je pense qu'il faut quelque part que lorsqu'on est un des membres de l'équipe pressenti, hein, qu'on est pressenti, ou qu'on est candidat, je pense qu'il faut qu'on arrive en disant on a un collectif derrière soi. On n'est pas qu'une personnalité, ou du moins, si on est reçu comme une personnalité parce qu'on a une expérience, parce qu'on a des compétences reconnues, à ce moment-là, bon, ça peut fonctionner. Mais en fait, quand on a une compétence reconnue ou une expertise, c'est qu'on a aussi une capacité peut-être à mobiliser un collectif autour de soi. Et je ne vois pas qu'on puisse arriver les mains dans les poches en disant ben, ça y est, moi j'ai une idée ce matin, etc. Il faut d'abord la tester. Il faut, voilà. Donc ça, c'est la première chose, je crois. Deuxièmement, on a le collectif que nous avons, nous, par exemple, dans une formation politique, c'est d'avoir travaillé, de nous être confrontés au regard et à la parole d'amis, de collègues qui sont dans la même famille politique. Donc ça, c'est le premier cercle. Ça peut être un cercle politique, hein, c'est pas toujours très bien connoté. Mais je trouve qu'un cercle local, un collectif, des associations, où on apprend où on sait qu'on intègre cette dimension d'un petit collectif, moi je trouve que c'est indispensable. En tout cas, moi, chaque fois que j'ai fait des listes municipales, parce que ça m'est arrivé, j'ai veillé à aller chercher des gens qui étaient un peu représentatifs. Parce que nous sommes dans une démocratie représentative. Et ensuite, les décisions se prennent à l'issue de délibérations. C'est pour ça que j'accorde de l'importance souvent à l'idée de collégialité. Mais c'est assez poussé, mais déjà, le délibératif, c'est qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à prendre la décision. C'est pour ça que j'aime pas les maires qui ont trop de poids trop d'ascendant sur leur conseil municipal. Moi, je crois à la force du conseil municipal. J'ai fait des propositions de loi pour en travaillant sur comment techniquement, sur des petites choses, pouvoir essayer d'améliorer le quotidien du conseiller municipal qui n'est pas assez considéré dans notre société, dans ce pays. D'ailleurs, beaucoup de Français ne savent même pas comment fonctionne un conseil municipal, ne sont même pas allés voir dans leur mairie comment ils se réunissaient et comment ça délibérait. Soit dit en passant. Peut-être d'ailleurs intéressant d'aller dans le public, d'aller observer une séance du conseil municipal. Mais il faut se préparer, il faut travailler, il faut se former. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces quelques mots. Pour les 20 minutes restantes, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez poser des questions directement aux députés. Et voilà, ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas, en dévoyant bien sûr le micro. Alors, j'ai une première question dans le chat. On sait que la collégialité et la coopération prennent plus de temps par rapport à la délibération. En matière de transition écologique, a-t-on encore le temps d'après vous? Mais nous n'avons pas le choix. Parce que d'abord, notre modèle est démocratique et que, vous voyez, nous vivons une crise politique qui nous éloigne de tout un tas de décisions et qui font que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui, collectivement, au Parlement, de délibérer euh, rapidement. Ça, c'est pas possible. Et puis, je pense que si on veut l'adhésion de nos concitoyens, eh bien, ça demande un peu de pédagogie et du temps. Ou alors, il faut opter pour la dictature. Euh, voilà, mais c'est peut-être le questionnement de notre époque. Donc, selon toi, la plupart des choses se passera plus du coup sur le temps long plutôt que sur des décisions Ben moi, court-termistes. je crois que l'efficacité même de l'action,
Regardez, en matière de consommation, parce que nous sommes quand même des acteurs importants comme consommateurs, on le dit tous les jours. Alors, on a une capacité à peser quand même sur les choix, comme consommateur, comme contribuable, mais comme décideur dans un système démocratique. Moi, je trouve que si on veut, il faut convaincre, il faut aller au devant, aller vers nos concitoyens. Parce que nous pouvons avoir une conscience écologique très poussée, mais si on ne la partage pas, on sera incompris. Et même on aura des effets contraires. Alors, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est inadmissible qu'on ait eu cette crise des Gilets jaunes. Comment on a fait pour ne pas prévenir ce type de réaction fulgurante? Vous voyez, c'est ça qui me frappe. Très bien. J'ai une autre question dans le chat. Sur le terrain, on voit beaucoup d'initiatives citoyennes ou associatives très innovantes sur la transition écologique. Les élus sont parfois en retard. Est-ce qu'il y a des Ouais. idées ou des conseils pour aider à faciliter ces initiatives au niveau local? Ben, il faut faire une pédagogie, il faut une stratégie et une pédagogie active pour les concitoyens, mais comme pour les élus. Un élu, il n'est pas omniscient. Mais moi, je pense que je comprends la provocation, hein, je vois la remarque, mais il faut effectivement faire bouger les choses. Moi, je suis souvent un peu désespéré parce que je trouve que les élus fonctionnent un peu trop sur le mode de l'habitude, qu'on a du mal à reconsidérer les choses. Donc, c'est là où l'échange avec le citoyen, avec les spécialistes, euh, avec des experts, c'est indispensable. Tous les jours, j'allais dire, on doit remettre l'ouvrage sur le métier. C'est indispensable. Il n'y a pas de choses qui soient figées. Il n'y a pas de certitudes qui doivent être arrêtées définitivement. Parce que les techniques évoluent, parce que les mentalités arrivent à bouger, même si c'est assez lent. Euh, puis, il y a des prises de conscience qui peuvent être parfois brutales. Et puis les événements quand vous êtes aux entrées en guerre, la situation n'est plus la même. Et donc on a un monde où le bouleversement est au coin de la rue, quoi. Enfin, je crois qu'il faut être ouvert au monde, il faut être en éveil. Après, il faut des caps. Et moi, je pense que c'est là où c'est toujours une forme d'équilibre à trouver, quoi, dans l'action publique. Parce qu'il y a le possible et il y a le souhaitable. J'ai une autre question. Là, c'est plus d'inspuser par rapport à votre expérience. Est-ce que vous avez des exemples d'actions innovantes mises en place par votre mairie lorsque vous y étiez adjoint à l'environnement? Des actions concrètes, peut-être. Oui, des actions concrètes. Ben moi, le premier dossier sur lequel j'ai bossé, c'était la production d'eau chaude, par exemple, pour les salariés qui n'avaient pas de douche, etc. Et là, ben, on a pris du solaire thermique, voilà. Et ben, j'ai dû bousculer complètement mes services techniques qui n'avaient absolument pas fait étudier la question sur un projet qui allait sortir, qu'on allait même inaugurer 6 mois plus tard. Euh, donc je pense à ça, mais je vois au niveau de la gestion des espaces verts. Très vite, mes équipes ont milité pour une gestion différenciée des espaces. C'est-à-dire qu'on disait, mais on va pas la parfaite pelouse bien, etc. Et c'est vieux, hein, je vous parle d'il y a 25 ans. Euh, eh bien, ça, c'était des innovations. Alors, par transfert, on l'a pas inventé dans ma ville, c'est pas. Mais, vous voyez, c'était complètement. Et je me souviens, les services, quand on avait des échanges, notamment parce qu'il y a des concours, par exemple, régionaux, nationaux, départementaux, des villages fleuris, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc là, il y avait des schémas, on rentrait pas dans le schéma. Et donc, il a fallu faire bouger. Et 20 ans plus tard, j'étais heureux de voir que, eh bien, tout ça avait infusé, qu'on en parlait ailleurs, etc. Après, même chose sur la mobilité. La mobilité douce, eh bien,
Ça s'est pas fait simplement. Il a fallu, d'abord, c'est des citoyens qui se sont mobilisés. Moi, j'ai vu avec l'autopartage, euh, c'était très intéressant. Alors, ça a été éprouvé d'abord en ville et puis en zone rurale. On a essayé de bosser là-dessus. De même que sur le covoiturage, dès lors qu'on a pu avoir des plateformes avec Internet, les réseaux sociaux, etc., ben, on a pu développer, on a pu inciter un certain nombre de nos concitoyens à utiliser ça comme parfois alternative à l'autosolisme, et ça, c'était bien. Et évidemment, on a des freins internes. Évidemment, on se heurte à des habitudes. Regardez, par exemple, sur les ZFE aujourd'hui. Il y a un message qui n'est pas encore passé sur l'enjeu de la qualité de l'air. Moi, je me battais il y a fort longtemps pour qu'on ait une bonne connaissance fine par des capteurs de la qualité de l'air selon les polluants. Voilà. Et d'ailleurs, on a même compris que la pollution, elle était peut-être effectivement dans les parties des vallées industrielles, pollution liée au chauffage urbain. Alors ça, bien sûr, ça se travaillait tout ça au niveau européen, hein, avec des réglementations. La France a été assez condamnée. Mais ce qui était intéressant, c'était que localement, on a découvert que c'était peut-être même pas toujours en ville qu'on était les plus pollués, mais qu'à proximité de la ville, eh ben, il y avait ces fameux polluants, ils restaient et que les populations étaient aussi exposées. Et ça c'était très intéressant dans l'échange ville-campagne de montrer que les clichés, il y a des clichés, il y a des idées arrêtées et qu'il faut les combattre. Et ça, c'est un travail de tous les instants. Mais encore faut-il, dans une action d'élu, être à l'écoute d'experts et puis de ses concitoyens. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Euh, Après, oui, il faut peut-être que j'écoute les questions. Prochaine question. Est-ce que pour les élus ou les candidats, vous conseillez avec votre expérience des outils ou des institutions en particulier, du type l'ADEME par exemple, pour aider localement les mairies à avancer dans leur plan de transition? Oui, alors l'État, alors vous savez qu'il y a un grand débat, par exemple, sur les agences au niveau de l'État, où on nous dit ces agences, c'est horrible, c'est ci, c'est ça. Bon, ben, on veut tout passer, le bébé et l'eau du bain par-dessus bord. Et ça, je trouve que c'est assez irresponsable. On a, par exemple, l'Agence nationale de cohésion des territoires qui fait des boulots intéressants. Il y a le CEREMA, euh, vous avez le CEREMA qui est un outil extrêmement passionnant, je trouve. J'ai rencontré des gens, alors ça part dans mon boulot d'élu de parc naturel régional. Je constate que vous avez cité l'ADEME, bien sûr, et c'est évident. Il y a aussi des associations d'élus. Je me rappelle de l'évolution. Je cite l'association des élus, par exemple, sur les déchets, c'était Amorce. Vous aviez des gens qui étaient. Alors, des fois, il y a des querelles, et puis il y a le rôle des lobbies. Il ne faut pas être naïf. C'est pour ça que, encore une fois, il faut, je pense, agir avec prudence pour essayer de maximum de discernement. Et pour ça, eh ben, il faut essayer d'avoir des avis. Euh, Moi, je pense qu'il faut jamais se contenter d'un seul avis. Voilà, souvent on disait expertise contre expertise. C'est un peu, voilà. Après, il y a une multitude d'acteurs et de gens qui se proposent. Il faut veiller à travailler sur les retours d'expérience. C'est extrêmement intéressant parce que beaucoup de gens ont essuyé les plâtres avant nous et dans une collectivité. Après, il faut bien connaître sa collectivité pour voir les correspondances. C'est vrai que si vous habitez sur les plateaux du Vercors, peut-être pas la peine d'aller chercher trop de références dans le bassin parisien. Mais pourquoi pas? Il y a certains sujets où il n'y a pas de problème. Mais il faut juste un peu de méthode, je pense. Donc, en gros, pour résumer, on ne va pas réinventer la poudre pour les projets. Mais alors, Ben, il y a des fois des gens qui vous font inventer la poudre. Parce que si vous êtes à côté de quelqu'un qui est absolument ingénieux et c'est lui qui a trouvé,
Si vous avez la chance d'être à côté, là, c'est bien sûr que c'est vous qui assurez les plâtres. Je vois qu'il y a une question sur l'étranger. Moi, je me suis beaucoup intéressé et je m'y intéresse encore. Je pars en Allemagne dans une semaine parce que j'essaye de développer un échange de territoire, par exemple, comme député. Et j'ai sélectionné une région en Allemagne euh, qui m'est assez proche par les jumelages que nous avons dans le territoire, deux régions. Là, une région dans le nord de la Bavière et une autre dans le sud du Bade-Wurtemberg. Et là, comme j'étais élu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on était dans les quatre moteurs de l'Europe. Moi, j'ai trouvé passionnant les échanges, notamment sur le sujet écologique, puis j'y étais à ce titre comme élu à l'environnement dans ma région. J'ai participé à des discussions avec la Catalogne, la Lombardie, le Bade-Wurtemberg. Et c'est passionnant. Je recommande de travailler. D'ailleurs, pour les parcs naturels régionaux, je pousse à ce qu'on revienne justement à des échanges au niveau européen, sur l'espace européen, au moins sur l'espace européen, parce que il y a beaucoup de retours d'expérience. Et même dans nos collectivités territoriales. Je bosse actuellement sur la question de la péréquation et la lutte contre les fractures territoriales. Bon, c'est un sujet où on risque de se perdre, mais je me bats pour une idée, c'est quand je vois toutes les différences qu'il y a selon les territoires, euh, il y a à prendre partout de bonnes idées. Et il ne faut pas dire qu'on n'a pas les moyens de faire. Je pense qu'il y a un génie français, mais il n'y a pas qu'un génie français, il y a une intelligence de situation. Et, et beaucoup ont déjà fait, donc il n'y a que l'embarras du choix. Mais tout ça demande beaucoup de travail et puis enfin, d'énergie, c'est sûr. Mais justement, si les projets existent déjà, et que, enfin, tout ce que tu dis pour faire un peu écho, comment est-ce qu'on fait en tant qu'élu? Enfin, est-ce que vous avez trouvé simple pour embarquer sur Non, ces différentes questions-là? non, j'ai pas trouvé C'est ça simple. le problème. C'est là qu'il faut faire de la politique. Mais alors, c'est là qu'il faut savoir faire un peu de politique. C'est-à-dire qu'il faut une stratégie, un peu de tactique. C'est là qu'il faut déployer d'autres qualités. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sensibilité, mais il faut aussi un principe de réalité. Est-ce que mes interlocuteurs sont prêts à faire un pas? Comment je les amène à s'intéresser à mon sujet? Comment je les amène à devenir acteurs? Voilà, c'est donc il y a du savoir-faire. Il y a aussi, il faut soigner l'expression. Moi, je suis pas très attentif à la forme, mais néanmoins, je sais que ça compte. Les occasions de s'exprimer dans un conseil municipal, dans une assemblée délibérante, sont pas si fréquents. Vous risquez une chose, soit vous êtes exceptionnel et à ce moment-là, vous allez entraîner. Si c'est pas le cas, vous risquez de décourager, de dissuader, de contrarier. C'est ça une difficulté, et de lasser à la fin. Donc, vous voyez, je pense que eh ben, il faut user de la politique. Et là, il y a des recettes, il y a des savoir-faire. Et comment est-ce qu'on fait, justement, lorsqu'on est, par exemple, des élus des territoires ruraux, où la politique, c'est quelque chose, c'est un gros mot, un mot un peu méchant, on va dire, qu'on voit à la télé ou autre. Comment, justement, ces gens-là, qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, peuvent-ils faire en sorte d'embarquer leur petite population avec eux sur ces sujets-là? Quand on est en ruralité, c'est vrai qu'on joue sur des petites communautés humaines. Donc, on a beaucoup d'interconnaissances, premièrement. Donc, ça veut dire que les échanges, c'est peut-être plus facile d'aller au contact des gens et de les convaincre de l'utilité, de l'intérêt d'un projet. Euh, Moi, je pense que en ruralité, il y a un principe de réalité qui parle aux gens. En même temps, les gens ne sont pas ennemis des bonnes idées. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Alors, c'est vrai que parfois, on se heurte à des intérêts et c'est là il faut analyser les choses. Mais non, moi, je pense pas. En ruralité, c'est pas plus dur qu'ailleurs. Mais surtout, il faut éviter de parler de politique politicienne. Parce qu'il y a un niveau de politique qui n'a aucun intérêt. J'ai une étiquette, donc je suis le meilleur. Non, pas du tout. Monsieur, excusez-moi, faites vos preuves.
D'abord, vous êtes une femme ou un homme et qui s'inscrit dans une vie communautaire ou dans une vie collective, dans un collectif. Qu'est-ce que vous apportez au collectif? Et puis évidemment, si on vous reconnaît des qualités, ben, peut-être que oui, on aura besoin de vous, parce qu'on a bien besoin d'être bien représenté et bien défendu. Mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que je crois qu'il faut d'abord s'intégrer. Et il faut du temps pour ça, des fois. On dit que dans un village, c'est difficile de bien s'intégrer en 5 ans. Parce qu'il y a une phase où ça peut être tout bon ou tout mauvais. Puis après, les choses, il y a du dosage. Enfin, moi, c'est un peu l'expérience qui me fait parler, mais moi, je suis d'abord de la ruralité et j'ai quelques souvenirs, même si c'est un peu loin. Après, maintenant, je suis un urbain. Bon, peut-être que pour les 3 dernières minutes, s'il n'y a plus d'autres questions, est-ce que, question assez générale, mais peut-être un peu bateau, c'est une bonne ou une mauvaise idée de s'engager pour les municipales? C'est une super idée. C'est le plus beau mandat. C'est celui qui est pas très bien considéré parce que mal connu, mais c'est un grand honneur de servir ses concitoyens dans ce cercle de proximité qu'est la commune. La commune, c'est son lieu de vie. Alors, c'est de plus en plus difficile c'est peut-être pas aussi simple parce que maintenant on est mobile, on est même nomade, notre univers, enfin la planète s'est rétrécie. Et heureusement, on a une vision européenne, mondiale, et c'est super, planétaire. Bon, voilà. Mais moi, je crois, s'il faut commencer les choses, moi, j'invite en modestie, il faut toujours faire preuve, je pense, d'humilité dans l'action publique, parce qu'on est au service du collectif. Et la reconnaissance qu'on doit en tirer, c'est secondaire, sincèrement. Combattez l'idée qu'on doit vous reconnaître, parce que vous êtes bon. N'oubliez ça, le problème n'est pas là. C'est quelle est mon utilité? Est-ce que je peux être utile dans une action, même très concrète? J'anime la buvette du coin, je m'occupe de l'organisation d'une réunion, etc. Parce que quand on est élu, première idée, on est au service de ses concitoyens et de l'intérêt général. On est au service de, en toutes circonstances. Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, je pense que c'est super bien de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était hyper riche, hyper enrichissant. Et je Ben, tiens à à préciser disposition. Oui, je tiens à préciser justement que le cycle de formation n'est pas terminé, mais que le lundi 2 d'accord. juin à 13h, ce sera sur le sujet des ânes, donc la loi zéro Ah artificialisation bah oui, nette. très important. Très Et on a important. 3 élus qui vont nous parler sur comment faire Super. pour traduire la ZAN au sein des plans locaux d'urbanisme. Et Ben, donc, il y parfait. aura trois anciens maires, 2 anciens députés. Ça risque d'être riche aussi, pour Bah ceux oui, qui oui, veulent très écouter. très bien. Parfait. Ben, j'essaierai de suivre ça. Merci en tout Merci cas beaucoup. Et et au bien, plaisir. À passez une très bientôt. bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.